Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. J'espère que vous avez passé un très bon été. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je rentre dans l'histoire tragique de Samantha Josephson. Cette jeune fille de 21 ans est montée dans la mauvaise voiture un soir. Et ça lui a coûté la vie. Je vais vous expliquer les faits de cette nuit tragique du 29 mars 2019. Je vous raconterai aussi l'arrestation mouvementée d'un certain Nathaniel Rowland. Il y aura aussi son procès et ce qu'il a à dire. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laissez-vous transporter dans la belle ville de Columbia. On est vendredi, il y a un vent frais et même si ce n'est que le début du printemps, il fait déjà chaud en Caroline du Sud. Mais dans cette nuit douce, où l'on entend juste les gens rigoler, rôde un prédateur qui attend l'opportunité, n'importe laquelle, quelque chose qui s'offre à lui pour commettre un crime violent et gratuit. Et vous allez voir que sans caméra de surveillance, ce crime n'aurait jamais pu être élucidé. Columbia est la capitale de l'État de Caroline du Sud. Et c'est là où tout se passe. C'est une ville étudiante. Elle abrite la grande université de Caroline du Sud. Samantha Johansson y étudie le droit et les sciences politiques. C'est une élève douée. Elle adore étudier. Elle est venue en Caroline du Sud, du New Jersey, parce qu'elle a été prise dans cette grande université. Sinon, avant ça, elle vivait avec ses parents et sa sœur. Samantha est une personne courageuse et motivée. Avant de rentrer à l'université, elle est partie faire une année de droit à Barcelone. Ensuite, elle a pris son sac à dos et elle a fait le tour de l'Europe. Et quand ce fut le moment de la rentrée 2018, elle s'est installée avec une colocataire dans un campus près de l'université. Selon sa colocataire que j'appellerai Jane parce qu'elle n'a pas voulu donner son nom et pendant le procès, elle a témoigné anonymement. Donc selon sa colocataire, Samantha était une personne joyeuse. Elle est disciplinée, elle sait ce qu'elle veut, elle a un but dans la vie, elle veut être avocate. À côté de ça, elle a un petit travail comme beaucoup d'étudiants aux États-Unis. Et quand arrive le mois de mars, elles viennent de finir tous leurs examens. Et Samantha le sait, elle les a réussis. Quand on lui propose de sortir le soir, elle est très contente. Elle et sa colocataire se préparent pour aller faire la fête avec tous leurs amis étudiants. Ils vont toujours au même endroit, au Five Points. C'est un quartier pas loin de l'université où tout le monde aime faire la fête, où tout le monde se retrouve. Il n'y a que des étudiants là-bas. Et donc toute la soirée, ils le passent dans un bar qui s'appelle le Bird Dog. Elle s'amuse, elle parle, elle danse. On peut la voir sur les caméras de vidéosurveillance. Vers 2 heures du matin, Samantha décide de rentrer chez elle. Il est déjà tard et elle travaille le lendemain, vers 10 heures du matin. Donc elle laisse ses amis, elle sort son téléphone et commande un Uber. Elle se dirige vers la sortie du bar. La rue est très animée et elle attend sur le bord du trottoir. Il y a une place devant elle, c'est une place libre pour handicapés. On peut voir qu'à ce moment-là, elle est calme, elle n'a pas peur. Et elle a appelé régulièrement dans la soirée son copain, Greg. Ce soir-là, il n'est pas avec elle. Il est parti avec ses copains dans la ville de Charleston pour faire la fête lui aussi. Quand elle raccroche, une sédan noire s'approche d'elle et semble se garer sur la zone handicapée. Il est 2h12 du matin quand elle court vers la portière arrière de ce véhicule et tente de l'ouvrir. Samantha court vers sa perdition, vers son malheur. Elle monte dans la voiture et ferme la portière. La voiture redémarre et part dans la nuit maintenant agitée de Columbia. Un peu plus tard, sa colocataire Jane rentre chez elle et elle s'aperçoit que Samantha n'est pas rentrée. Il n'y a pas son sac, elle n'est pas dans son lit. Elle essaye de la joindre, mais elle ne répond pas. Ça l'inquiète, mais ça ne la perturbe pas plus que ça. Et donc elle part se coucher. Mais quand elle se réveille au petit matin, elle se rend compte que Samantha n'est toujours pas rentrée. Et ça, c'est très inhabituel. Elle la rappelle, mais pareil, son téléphone ne répond pas. Elle appelle donc Greg à Charleston et lui explique qu'elle ne sait pas où est Samantha. Greg de là-bas regarde la dernière localisation du téléphone de Samantha et il la trouve dans le quartier Rosemont. Il dit à Jane qu'il arrive, tous les deux vont aller la chercher. Et en attendant que Greg arrive, Jane appelle leurs amis, les hôpitaux et aussi les parents de Samantha.
Puis Greg arrive. Sur le chemin, il a eu le temps de penser, de se réveiller. Et il ne comprend pas ce qui a pu se passer. Pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi est-ce que son téléphone, la dernière localisation, est dans un endroit où elle n'est jamais allée? Et Jane le rassure. Elle lui dit que peut-être qu'elle a oublié tout simplement son téléphone dans la voiture, dans le Uber qu'elle devait prendre. Les deux se rendent sur Montgomery et Ott. Il y a des maisons. Les jeunes sortent de la voiture et commencent à frapper aux portes, à demander s'ils ont vu Samantha. Mais ce n'est pas le cas, personne ne l'a vue. Et Greg a une illumination. Il se dit qu'il pourrait revenir au bar où elle était la veille pour demander les caméras de vidéosurveillance. C'est ce que fait la police d'habitude. Et c'est ce qu'ils font. Ils se rendent là-bas, ils demandent à voir le manager et se retrouvent face aux vidéos. Ils voient cette voiture noire arriver et Sam qui monte dedans. Pour eux, il n'y a rien d'étrange. Hi, we went out in Five Points last night and our friend is missing. Ils décident donc d'appeler la police. Et au 911, de suite, ils décrivent comment était habillée Samantha et ce qu'il s'est passé la veille. Depuis, ils n'ont aucune nouvelle. Et ils annoncent aussi qu'ils ont une dernière localisation et aussi des caméras de vidéosurveillance. Déjà, les policiers ont beaucoup de choses à rattraper. Le détective en charge de l'enquête demande à Greg et Jane de revenir à leur appartement. Il les rejoint là-bas. Et quand les jeunes arrivent et qu'ils attendent le policier, Greg a encore une autre idée. Il attrape l'ordinateur portable de Samantha et regarde le compte Uber qu'il y a dedans. Et il y a un message qui a été envoyé à 2h15 du matin. Le message dit que le conducteur a annulé la course. Les deux jeunes comprennent. Et quand le détective arrive, ils lui disent ce qu'il en est. Samantha n'a jamais pris de Uber. Samantha s'est ruée dans une voiture d'un inconnu. Comme ça. Qui ne lui a pas dit de partir. Qui ne lui a pas dit qu'il n'était pas un Uber. Non, qu'il a fait monter. Il est midi quand les policiers sont au courant de la disparition de Samantha. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils se rendent à son lieu de travail et s'aperçoivent qu'elle n'y est pas. Elle n'est pas venue et elle n'a pas averti non plus. Les policiers de suite sont inquiets parce que pour eux, une femme qui monte dans une voiture alors qu'elle croit que c'est un Uber et que le conducteur ne dit rien, pour eux, c'est un très très mauvais signe. Ils savent que de cette histoire, rien de bon ne va sortir. Ils se rendent aussi au bar où ils demandent toutes les caméras de vidéosurveillance, mais pas que du Bird Dog, mais des bars alentours aussi. Et ils les visionnent toutes, mais chaque fois, même malgré tous les angles qu'ils ont, ils n'arrivent pas à voir l'arrière de la voiture. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui ne demandent pas à avoir une plaque d'immatriculation à l'avant de la voiture. Juste une à l'arrière suffit, mais celle-là, ils n'arrivent pas à la voir. Donc, ils ont une voiture noire ou sombre qui ressemble à une Impala Chevy, mais c'est tout. Les vitres sont teintées, ils ne peuvent voir à l'intérieur le conducteur. À ce point-là, ils n'ont pas grand-chose. Ils savent qu'il faut qu'ils retrouvent absolument la voiture pour retrouver donc l'identité du conducteur. Et donc la dernière personne qui aurait vu Samantha. Mais à ce moment-là, les policiers découvrent que cette voiture, elle n'a pas arrêté de bouger depuis 30 minutes dans le quartier. Elle est restée juste sur l'avenue des bars et elle n'a pas arrêté de tourner. Elle roulait très lentement près des bars, souvent avec le clignotant, comme si elle allait s'arrêter. Et pour les policiers, cette voiture était en pleine chasse. Elle avait déjà délimité sa zone. Et cela faisait 30 minutes qu'elle tournait quand Samantha est sortie. Il y a une alerte qui est lancée aux policiers, aux patrouilleurs de Columbia. Il leur demande de faire bien attention à une sédan noire. 4 portes. Il faut que tout le monde soit attentif. Il faut retrouver cette voiture qui a erré à côté du quartier Five Points. Quand les parents de Samantha arrivent et sont dévastés, pour eux, ce 29 mars, c'est le début du cauchemar qui les plonge dans une angoisse profonde. Ils sont bataillés entre deux idées, ou leur fille est déjà morte, ou actuellement, là, maintenant, elle vit un enfer. Mais vers 16 heures, les dés sont jetés. Samantha est retrouvée. C'est la fin de la disparition de Samantha. Parce que maintenant, c'est une procédure de meurtre. 14 heures après être montée dans cette voiture, elle est retrouvée à 120 km de Columbia.
dans un bois. C'est des chasseurs qui l'ont trouvée. Elle est morte, au milieu de nulle part. Elle est étendue au milieu du silence des bois. Son corps a été frappé, à de multiples reprises, par un couteau, par une arme blanche. Les policiers remarquent qu'il n'y a pas de sang autour d'elle. Donc pour eux, ils savent que ce n'est pas la scène de crime. Elle a été tuée ailleurs pour être jetée là, en espérant que personne ne la retrouve. Approximately how many photographs did you take? 170 photographs. Okay. Why so many? There were a lot of injuries. Le médecin légiste, lors du procès, dira que Samantha a subi plus de 120 coups de couteau. Ce meurtre a été extrêmement violent. It's over 100, I think somewhere around 120. But gets to a point where it doesn't really add much to the report. Il dit aussi qu'elle a essayé de se défendre. Elle s'est servie de ses mains comme des boucliers, mais il a continué à frapper. Elle a une main en charpie. Le médecin légiste explique aussi qu'il y a des marques de tentative d'étranglement. Pour lui, le tueur était incontrôlable. Sous l'impulsion d'une rage excessive, il voulait faire disparaître sa victime. Quand ils l'ont retrouvée, elle est méconnaissable. Les forces de l'ordre se penchent aussi sur les relevés bancaires de Sam et ils découvrent quelque chose de très intéressant. Il y a eu 2 tentatives de retrait dans des guichets automatiques et donc il y a 2 vidéos. Elle montre un individu inconnu, c'est le même sur les 2 vidéos, il essaye de retirer les espèces. Il essaiera 7 fois en tout. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet inconnu n'avait pas du tout envie d'être reconnu. Et puis, à 2h34 du matin, 11 heures après la découverte du corps de Sam, un patrouilleur annonce à la radio qu'il suit une sédan noire, identique à celle recherchée. Et ils sont tout près du bar Le Bird Dog. Il demande des renforts, il va interpeller l'individu. La voiture du suspect obtempère et elle se met sur le côté. Le policier s'approche du conducteur. Il s'aperçoit qu'à l'arrière, il y a une jeune fille. Et il demande au conducteur son permis de conduire. Mais il ne l'a pas. Le policier lui demande alors de sortir du véhicule. L'homme s'exécute et il demande pourquoi il est arrêté. Mais quand le policier veut attraper son poignet, tout en lui expliquant pourquoi, l'individu part en courant, il s'enfuit dans les rues résidentielles. Il court. Mais quelques minutes après, il est rattrapé, immobilisé et appréhendé. Il est fouillé, et alors qu'il est assis par terre, ses droits lui sont lus. Mais au bout d'un moment, l'individu dit qu'il se sent mal, qu'il a du mal à respirer. Il étouffe. Les policiers vont donc appeler l'ambulance qui va venir pour se rendre compte qu'il n'a rien. Et d'après moi, il a fait une crise de panique, tout simplement parce qu'il a été arrêté, alors qu'il ne devait pas s'y attendre du tout. Cet homme, je pense, n'avait aucune idée qu'il était déjà en danger. Quant aux policiers qui sont restés près de la voiture de l'individu, du suspect, ils ont parlé avec la jeune fille, mais surtout, ils ont commencé à fouiller la voiture. À ce moment-là, ils veulent trouver l'identité de la personne qui vient de partir en courant. Ils trouvent dans la pochette avant, côté conducteur, une clé USB. Il y a des clés aussi. Coincé entre le fauteuil et la console du milieu, le policier déniche un téléphone avec une coque rose. Et ce sont les affaires de Samantha. Son téléphone, ses clés d'appartement et même sa clé USB. Le policier continue de fouiller et regarde à l'arrière. De suite, il s'aperçoit que les fauteuils sont imbibés de sang. Et il y en a partout. Et quand ils ouvrent le coffre, c'est pire. Quand ils l'ont retrouvée à Samantha, quand ils ont retrouvé son corps, ils avaient déjà remarqué à quel point elle était pâle. Elle a été exsanguinée. Elle a pratiquement perdu 90% de la totalité du sang de son corps. Les policiers pensent savoir où maintenant. Cela fait à peine 24 heures que Samantha a été kidnappée pour être sauvagement assassinée. Quant au suspect, il est amené pour être interrogé. Il s'appelle Nathaniel Rowland. Il a à peine 27 ans. Il a fait parler de lui une seule fois dans sa vie. Il a été arrêté une fois en octobre 2018 pour avoir vendu un article, un item volé. Mais sinon, il vient d'une bonne famille.
Personne n'aurait pu imaginer qu'il soit capable de faire un geste aussi atroce. Ses affaires sont amenées pour être analysées et lui, il est interrogé. Mais de suite, il dit que ce n'est pas lui, qu'il faut chercher ailleurs. Ce n'est pas lui. Il était avec sa copine, Maria. Et de suite, les policiers lui expliquent qu'ils ont retrouvé le corps de Samantha près de là où il habitait avant. Nathaniel explique que c'est une coïncidence. Il n'a rien fait. Mais les policiers, dès qu'ils ont le nom, ils sont allés voir Maria. Et ils l'ont interrogée. Et elle dit que le 29, les deux étaient à la maison. Ils se sont couchés vers 1h du matin. Elle s'est endormie de suite, mais elle s'est réveillée quelques minutes après. Elle s'est rendue compte que Nathaniel n'était pas dans le lit. Elle s'est rendormie. Quand elle s'est levée à 6h du matin, il n'était toujours pas là. Elle n'a aucune idée d'où il était. Et après avoir parlé avec elle, il demande à fouiller la maison avant que le mandat arrive, parce que des fois c'est plus long. Et elle accepte. Ils regardent à l'intérieur de la maison, dans le jardin, et après, ils vont voir les poubelles. Et là, ils découvrent quelque chose de très intéressant et de navrant pour Nathaniel. Dans ces poubelles, il y a un sac de plastique. À l'intérieur, il y a un couteau double lame. It's a paper towel roll that came out of the trash. And you can see cleaning supplies inside. A empty duct tape roll with suspected blood on it that came out of the white and color grocery bag. Un bandana aussi et une chaussette avec du sang. Dans un autre sac, il y a des gants noirs recouverts de sang. Pour les policiers, ce sont les mêmes gants qui ont été filmés sur les caméras vidéo des guichets automatiques. Et à l'intérieur de la maison, ils ont retrouvé des vêtements qui correspondent à cette personne aussi, celle qui a essayé de retirer de l'argent sur les comptes de Samantha. Et ce n'est pas tout. Les policiers sont allés voir les prêteurs sur gage aussi. Et ils trouvent une vidéo de Nathaniel à 11h19 du matin. Il essaye de vendre le téléphone de Samantha. Sa façon de marcher, cette nonchalance, montre à quel point il se croit dans ses droits. Les policiers savent que cet individu-là n'a aucune empathie, n'a aucun respect pour la vie humaine, ou même pour les autres qui l'entourent. Et surtout, il n'a pas de remords. Il ne se sent responsable d'aucun de ses actes. Nathaniel, c'est ça, il est nonchalant, même face à son crime brutal. Avec toutes ces preuves, ils reviennent voir Nathaniel, qui continue à nier, ce n'est pas lui, et il faut chercher quelqu'un d'autre d'après lui. Mais pour le procureur, ça suffit. Il est donc accusé de kidnapping avec une arme blanche et de meurtre aussi sur Samantha. Il risque la prison à vie. Nathaniel Rowland veut un procès. Ce n'est pas lui, il est innocent. Et 2 ans après, le procès commence, en 2021. Le jury qui est sélectionné est composé de 10 femmes et 6 hommes. Il y a 8 Afro-Américains, 5 Blancs et 2 personnes d'origine hispanique, une autre d'origine hindoue. Le procureur Newman fait la liste de toutes les preuves qu'il a contre lui. D'abord, Nathaniel n'a pas d'alibi. Ensuite, sa voiture, que l'on peut voir avec lui en photo, ressemble trait pour trait à la voiture de la vidéo. Sur le siège arrière de son véhicule, il y a du sang, mais aussi il y a des empreintes digitales appartenant à Samantha. Pareil pour le sang retrouvé dans le coffre, c'est celui de Samantha. Et puis il y a les téléphones aussi qui montrent que le téléphone de Samantha et celui de Nathaniel se sont suivis à partir de 2h12 du matin. Ils sont allés au même endroit en même temps. Donc il ne peut pas nier ne pas connaître Samantha, ni ne pas l'avoir vue. Sur l'arme, sur le couteau double lame, qui est retrouvé quand même chez sa copine à lui, il y a le sang de Samantha. Comment est-ce possible qu'une telle coïncidence arrive si ce n'est pas lui? This is the weapon. Sur les gants, il y a l'ADN de Rowling et l'ADN de Samantha mélangés. Et puis, la voiture montre qu'il est allé à 120 km de Columbia. Et dans la boîte noire de la voiture, on sait qu'à 2h12, Nathaniel a enclenché la protection enfant pour fermer les portes à l'arrière, pour que les personnes à l'intérieur ne puissent pas ouvrir. Pourquoi? Mais les avocats de Nathaniel ne peuvent pas répondre à ça. Et lui ne répond pas non plus. Il ne témoignera pas pendant son procès.
et son avocate a 2 points pour le disculper. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'ADN de Samantha sur le corps de Nathaniel. Rien, nulle part. Et le corps de Nathaniel non plus n'a pas de blessure. Il n'a reçu aucun coup, ni aucune griffure. Il n'a pas été blessé. Et la deuxième chose, le deuxième point important pour l'avocate, c'est que sur le corps de Samantha, il n'y a aucun ADN de Nathaniel Rowling. Elle souhaite qu'il soit libéré. Le jury mettra 1 heure et 7 minutes pour revenir avec un verdict unanime. Il est déclaré coupable pour kidnapping et meurtre. Et au moment de sa sentence, il prendra la parole, enfin, où il dira qu'il est innocent, mais que tout le monde s'en fout de ce qu'il pense. Et c'est sur les mots judicieux de Nathaniel Rowland que je vous laisse. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi et que vous êtes contents qu'on se soit retrouvés enfin. Sinon, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!